Bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast concernant les conseils pratiques et les conseils d'organisation de voyage en Croatie. C'est assez important en effet de se poser quelques questions préalables pour réfléchir à son projet de voyage. Et en général, si on a aussi du mal à s'organiser, c'est parce qu'on oublie justement de poser ces questions et de le faire dans le bon ordre. Et aussi de prendre en compte les contraintes qui font partie fatalement d'un mais qu'on n'a pas conscience, parce que justement on ne connaît pas encore le pays, qu'on ne sait pas selon les périodes quelles elles sont exactement. Donc évidemment, on a un peu de mal à se projeter et c'est tout à fait normal. Donc l'idée est ici de vous rappeler quelques éléments assez importants pour que vous preniez en compte donc ces contraintes et que vous puissiez organiser et ensuite optimiser au mieux votre projet. Quand je parle de voyage en Croatie, c'est quand même très général et en fait, je vais essayer de réduire l'objectif puisque vous êtes nombreux à vouloir aller en Dalmatie et éventuellement jusqu'au lac de Plivice, par exemple. De toute façon, les conseils seront aussi valables pour d'autres régions, mais ils seront plus spécifiquement sur la Dalmatie parce que compte tenu de sa taille et de l'ampleur des sites à visiter, il est toujours difficile de faire les choses organisées au mieux, alors que ça ne pose pas autant de problèmes quand on choisit une région comme l'Istrie, d'où on peut facilement rayonner depuis un seul point de chute. On n'a pas de problème, en fait, sur une semaine, par exemple, à découvrir cette région, puisque les distances sont plus ou moins raisonnables, 1h30 environ, d'une pointe à l'autre, maximum 2 heures, si vraiment il devait y avoir, beaucoup de circulation sur la route. Vous voyez que c'est quand même pas la même chose que par rapport à la Dalmatie où en effet les temps de trajet, les embouteillages, éventuellement les ralentissements en tout cas, du côté, de la Dalmatie, surtout la région de Split ou de Dubrovnik en été, sont quand même assez importants et c'est pour ça que je vais vraiment me centrer, sur cette région et donc à faire des rappels, très élémentaires. Alors tout d'abord, la question, de l'aéroport, si vous décidez évidemment de venir en avion, il est toujours important de réfléchir à cette question parce que selon comment vous allez vous organiser, votre séjour va avoir un certain nombre de points de chute et il est toujours préférable, si possible, d'arriver à un aéroport et de repartir à un autre, déjà pour gagner du temps puisque si vous faites un road trip, que vous évoluez de destination en destination, que vous n'avez pas à revenir sur vos pas, et évidemment, à augmenter peut-être les temps de trajet, ce sera toujours mieux. Surtout, ça vous permettra donc de gagner en temps de visite et à mieux profiter du temps disponible dans vos divers points de chute, puisque quoi qu'on en dise, même s'il n'y a que 450 kilomètres entre la zone de Dubrovnik et la zone de Zadar, il faut vraiment un certain temps pour les parcourir, surtout par la route. Alors une chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est les temps de trajet raisonnables, c'est-à-dire ceux, qui prennent en compte la, nature des routes, c'est-à-dire des routes souvent de bord de mer, des traversées de villages, des changements très fréquents de vitesse, une très grosse fréquentation en été puisqu'il y a tous les locaux, évidemment, tous les touristes de l'ensemble du pays, puisque les Croates aussi vont en vacances au bord de la mer comme chez nous, ils iraient sur la Côte d'Azur. Bah oui, les Croates viennent d'un peu partout en Croatie, en bord de mer en général. Donc entre le tourisme, national et tout le tourisme étranger, il y a quand même une certaine influence dont les routes sont vraiment très fréquentées et même si elles sont de très bonne qualité, il n'empêche qu'on se retrouvera autour de 40 à 50 kilomètres par heure. C'est une base tout à fait cohérente. Donc, quand vous regardez les distances à parcourir, par exemple, sur Google Maps, il faut simplement appliquer cette règle et en été, je trouve qu'il est toujours préférable de prendre la base de 40 kilomètres plutôt que 50. Mais si vraiment vous êtes optimiste, disons que vous reteniez 50 kilomètres par heure. Quand vous avez donc 40 kilomètres à parcourir, on est autour de 45-50 minutes environ. Et donc c'est comme ça qu'il faut raisonner, hors tout embouteillage évidemment qu'on ne peut pas présager, hein. Forcément, on sait qu'il y a des zones qui sont plus ou moins soumises à des embouteillages réguliers. Par exemple, Podstrana.
aujourd'hui, qui est une petite ville, c'est un village à la base, mais qui a beaucoup grossi et qui est vraiment à la porte, de Split, à 10 kilomètres environ, mais qui se trouve être extrêmement embouteillé. Donc c'est pas forcément très, très agréable. Si on fait du tourisme, en tout cas, on se rendra compte de certains inconvénients qu'on n'a pas forcément dans des villages du côté de Castella, par exemple. Donc je n'ai rien contre Pastrana, loin de là, mais c'est pour vous dire que des fois, il y a des destinations comme ça qui sont assez identifiées, avec ces, désagréments et qu'il est toujours bien de les éviter, je pense. Donc si vous avez envie évidemment de choisir un village, peut-être les villages du côté de Castella seront préférables pour justement ne pas avoir à gérer, ces petits soucis. Alors, la ville de Split également, hein, qui est quand même une grosse ville et qui en été a des engorgements, tous les matins. Donc si vous devez loger dans les environs et que vous devez rejoindre le centre, ou le port, de Split, sachez qu'il faut vraiment, se lever, tôt, surtout si c'est pour prendre les cars ferrés justement en destina vers la destination, de Brač ou de Hvar, enfin tout ce qui est car ferry, c'est des contraintes, qu'il faut bien garder à l'esprit. Également, les transports justement en car ferry, en été, exigent d'arriver 1 heure 30 avant l'heure prévue de départ. Alors je le rappelle, aujourd'hui, même si vous pourrez réserver vos billets 15 jours environ avant la date que vous souhaitez, donc si vous voulez partir en été, inutile d'aller maintenant sur le site Cedrolinea pour la réservation parce que ça ne fonctionnera pas. Donc l'ouverture se fait pour la haute saison en général, donc ça se fait quelques jours finalement avant les dates, prévues pour, vos déplacements et le fait de réserver ne garantit en rien l'accès au bateau. En réalité, il y a un nombre de places limité sur les cars ferry, donc les Croates vendent, le nombre théorique de places pour une journée complète. Vous allez donc devoir, réfléchir, pour arriver donc à 8 heures, hein, pour un départ prévu à 8 heures, il faut arriver vers 6h30 environ pour prendre position dans la file, être sûr d'être assez avancé et donc de pouvoir accéder au bateau avec une voiture. Le problème est vraiment lié au car ferry avec les voitures puisque si vous y allez en passager, vous n'aurez pas ces contraintes-là, pas plus qu'avec les catamarans, mais avec la voiture, comme on ne peut pas monter à il n'y a pas, une grande place pour, garer, les véhicules et qu'en plus il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des minibus, des vannes, des camping-cars qui vont accéder au ferry. Donc il faut savoir que c'est rapidement complet et ça signifie donc que le premier arrivé est le premier entré dans le car ferry. C'est pourquoi il est important d'avoir cette marge de 1 heure 30 avant. Il faut dire que ça conditionne beaucoup, la réflexion au niveau de ce projet d'escapade à la journée sur les îles parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu d'heures, pertinentes pour aller sur les îles sur ce principe d'escapade à la journée. Il y a en général 2-3 créneaux qui sont, pertinents, les autres ensuite sont trop tardifs, donc ça ne vaut vraiment pas la peine et à ce moment-là, ça suppose d'accepter de faire des journées quand même assez longues puisque, un départ très matinal, éventuellement, un retour assez tardif pour profiter le plus possible de l'île et toutes ces contraintes d'accéder 1 heure 30 avant le départ, c'est quand même contraignant. Donc on va pas avoir envie de multiplier les contraintes, hein, à un moment, on veut quand même se reposer aussi. Ça explique pourquoi en général, on va peut-être accepter sur une journée de faire l'effort, mais on va pas en tout cas faire ça tous les jours pour essayer d'aller sur le plus d'îles possible. Alors toutes les îles ne sont pas concernées, mais celles au départ de Split le sont. Donc Brač, Hvar sont vraiment des îles extrêmement prisées. Beaucoup de voyageurs ont quand même envie de faire un petit tour des îles, donc quand ils ont loué une voiture, ils vont vouloir prendre un car ferry. La règle est un peu celle-ci, c'est-à-dire que soit vous réfléchissez en amont et vous intégrez, ces contraintes, vous acceptez donc de devoir arriver 1 heure 30 avant et à ce moment-là, entre le 15 juillet et le 15 août, vous êtes vraiment dans cette contrainte. Pour les autres périodes, vous pouvez arriver 1 heure avant, mais ça reste 1 heure quand même, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en dernière minute, sauf hors saison où on peut arriver 30 minutes avant le départ, raison de pouvoir s'installer, attendre tranquillement l'arrivée du ferry et puis monter à bord. Mais il y a quand même des contraintes dont on doit avoir conscience. Si vous réfléchissez de cette manière-là,
il va peut-être être nécessaire aussi d'intégrer cela dans votre réflexion de location de voiture. Si vous comptez justement louer une voiture et que, vous n'avez pas envie de vous embêter avec ce genre de contraintes, il est toujours possible de choisir, l'option catamaran qui vous amènera beaucoup plus vite sur les îles et à partir du lieu où vous débarquez, vous pouvez sans problème louer une voiture à la journée et faire un petit tour de l'île comme vous le feriez avec la voiture de location. D'une certaine manière, vous avez tout à gagner à fonctionner comme ça parce que quand vous allez regarder les prix, du transport des ferries, puisque les voitures ont un coût, donc ça peut aller de 20-30 € aller, donc ça signifie quand même qu'on est autour de 40-50 €, voire 60, selon la destination en aller-retour, selon la voiture également, puisque ça dépend du type de voiture, donc les prix peuvent varier. Quand on ajoute cela et le fait qu'une voiture de location doit avoir une assurance, pour prendre le ferry, donc il faut souscrire à cette assurance et que certaines locations de voitures la font payer, vous allez vous rendre compte qu'il est aussi pertinent d'arriver en catamaran, de ne pas avoir les contraintes de se lever trop, trop tôt, même si ça restera des départs assez tôt en général et ensuite, une fois sur l'île, de louer une voiture. C'est préférable à mon sens, mais ça signifie qu'il faut organiser son voyage de manière à ne louer la voiture que quand vous en avez besoin ou pendant une partie du séjour et fonctionner ensuite avec d'autres solutions, soit en ne choisissant qu'une destination sur une île. À ce compte-là, vous n'avez même pas besoin de louer une voiture, vous pouvez prendre, le catamaran vers Bol, par exemple, pour aller vous baigner à Zlatnirat et faire de la randonnée du côté donc de Vidova Gora ou de Dolina Blatcha pour voir le monastère ermite, visiter le village de Bol, par exemple, et vous baigner dans la fameuse Corne d'Or. À ce moment-là, vous n'avez visité qu'une destination sur l'île. Ça n'est pas vraiment représentatif, à mon sens, de l'île de Bratch, mais à ce moment-là, vous n'avez pas eu besoin évidemment d'ajouter des frais de location de voiture. Si vous comptez vraiment faire du tourisme, il vaut mieux opter pour le catamaran, justement, arrivé à Milna, par exemple, et à ce moment-là, vous déplacer en voiture, quitte à laisser d'ailleurs la voiture ailleurs qu'à Milna. Vous pouvez très bien reprendre un car ferry du côté de Soupétard en tant que passager, pas de souci, ou revenir bien sûr à Milna et prendre, le ferry ou à Bol d'ailleurs, où il y a également le catamaran qui passe, depuis le retour, à Dubrovnik en fait, quand il fait la liaison quotidienne Split-Dubrovnik, Dubrovnik-Split, il va passer, par Bol, donc on peut très bien imaginer que vous utilisiez la voiture, que vous la déposiez, en fonction des agences, cela reste envisageable puisque les îles sont quand même assez petites, donc les services de location de voitures des îles sont plus souples et ont conscience des besoins qui sont un peu spécifiques. Donc voilà en gros, comment réfléchir à la question des cars ferries, des catamarans et des contraintes liées aux accès sur les îles. Donc, pour rappel, donc, on a dit qu'il fallait, prendre la mesure de 40-50 km/h pour la circulation et qu'il fallait arriver 1 h 30 avant, si on compte prendre un car ferry pour les liaisons en été. Ça, ce sont des conseils, qui sont assez évidents, mais qu'on oublie aussi, de mettre en perspective avec, la réflexion, plus générale autour des points de chute. Bon, je vais, prôner un type de voyage qui me semble le plus confortable pour pouvoir visiter le plus de choses possible quand on est ambitieux, avec le meilleur confort souhaitable, c'est-à-dire éviter de trop se déplacer, donc de passer du temps à perdre du temps peut-être sur les routes avec du trafic et des ralentissements. Essayer justement de limiter les distances à parcourir pour que vous ne vous fatiguiez pas beaucoup, mais que vous ayez le plus de choses possible à voir dans un environnement donné. Donc si vous décidez de découvrir la Dalmatie, je crois qu'il est essentiel d'avoir à l'esprit que 3 à 5 hébergements sont nécessaires. 3, c'est le minimum, mais ça ne suffit pas à mon sens. Il faut aller jusqu'à 4 ou 5 pour avoir le confort optimal. Parce que même si on choisit des destinations assez stratégiques et qu'on veut s'y poser, vous vous rendrez compte que les temps de trajet entre certaines destinations restent assez longs et qu'en été,
C'est fatigant, il fait quand même très chaud, on a des températures dépassant 30-35 degrés, voire flirtant avec les 40, donc il y a déjà un sentiment de chaleur assez important très tôt le matin et à ce moment-là, on se retrouve avec, vraiment, beaucoup de fatigue qui va s'accumuler, surtout si vous deviez vous déplacer sur des destinations de plus en plus éloignées. Parce que le principe du rayonnement, c'est de choisir une destination stratégique et évidemment d'aller voir un peu ce qui nous semble pertinent autour de ce point. Or, quand on va regarder concrètement l'organisation de son séjour, si on a retenu comme point de chute, on va se rendre compte que rapidement, on risque de buter sur certaines réalités qu'on n'avait pas envisagées parce que dans l'absolu, ça nous semblait pertinent évidemment d'avoir choisi ce point de chute, et de se déplacer tous les jours vers une destination, puis l'autre et encore la suivante. Or, une fois qu'on a rappelé les temps de trajet, on va devoir prendre en compte donc, si on rayonne de cette manière-là, il faut quand même éviter de dépasser les 80 kilomètres puisque 80 kilomètres, c'est presque 2 heures, pour s'y rendre par la route et d'une certaine manière aussi, on va éviter l'autoroute même si elle existe et qu'elle est pratique parce qu'on ne voit rien quand on prend l'autoroute, alors qu'en prenant la route, on peut se laisser aller à faire des pauses dans des villages, se baigner dans des criques qu'on déniche qui nous plaisent. C'est quand même pas du tout le même rapport. Donc ça, c'est vraiment les vacances, alors que l'autoroute, c'est simplement circuler pour aller le plus rapidement possible d'un lieu à un autre. Donc à ce moment-là, si on prend en compte qu'on va éviter les autoroutes et qu'on va se déplacer donc, sur les routes avec ce genre, de logique, il faut quand même que le point stratégique soit extrêmement bien choisi et ils sont pas nombreux à être pertinents quand on regarde de près en fait, et en tout cas, ils ne permettent jamais d'allier l'essentiel des points, touristiques qu'on a pu retenir et notamment les fameux sites incontournables. Alors, quand on regarde sur une carte et on va prendre donc ici un petit exemple, pour justement mieux identifier les contraintes. Si on est donc en Dalmatie, on est sur 3 régions. Alors cette carte ne va pas, donc je vais vous en mettre une un peu plus convaincante. Alors désolée, vu que j'improvise un peu le partage, je vais essayer de la trouver donc ici. On va faire le partage d'écran, voilà. Donc, vous avez la région de Dalmatie, donc qui se découpe en 3 régions finalement. La Dalmatie du Nord, qui est la région de Zadar-Šibenik ici, la Dalmatie centrale, Trogir, Split, Makarska ici et la Dalmatie du Sud qui va grosso modo de la zone ici, la presqu'île de Pelješac, l'île de Korčula, Millet et donc Dubrovnik jusqu'à la frontière du Monténégro. Donc ces 3 régions, c'est pour ça que je vous ai dit 3 points de chute minimum, parce qu'on imagine que vous choisissez un point de chute dans chaque région, ça semble simple. Quand je vous dis qu'il en faut 4 à 5, c'est parce que précisément, compte tenu de tout ce qui est intéressant à visiter et de les optimisations possibles depuis certains lieux, vous allez vous rendre compte que plus de points de chute vous choisissez, mieux vous allez pouvoir visiter. Après, c'est un raisonnement qu'il faut accepter. Tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là. La contrainte, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de trouver des hébergements pour des plus courtes durées parce que les Croates se sont mis aussi à louer à la semaine. Donc ça peut être, délicat de trouver, mais on finit toujours par trouver. On risque de payer plus cher, ça c'est clair, parce que, louer à la semaine ou louer simplement pour 3 4 jours, ça ne sera pas le même coût, mais il faut se dire que, le budget sera compensé par le confort et tout ce que vous allez gagner en temps de visite, en temps de récréatif, donc le temps, c'est de l'argent. Il faut aussi le voir un peu comme ça. Puis de toute façon, à force de chercher, on va réussir à trouver. On est encore en février. Vous avez des mois pour préparer ce séjour, donc pas de souci. Normalement, ça devrait très bien se passer, même si c'est un peu plus contraignant. Après, vous allez voir tout ce que vous aurez à gagner à faire ce genre de choix. En fait, quand je parle de Dubrovnik, je ne conseille jamais de dormir à Dubrovnik uniquement pour découvrir le sud parce que c'est trop loin, en fait. C'est pourquoi je vous parle de 4 points de chute éventuellement, dont un donc qui peut se situer du côté de la
de l'île de Korčula à la presqu'île de Pelješac, justement, l'idée de se poser, de se reposer, de faire du tourisme actif ou du farniente, c'est parfait parce qu'on peut se rendre vers l'île de Miette, par exemple, visiter l'île de Korčula, être sur une île, c'est pas non plus être sur le littoral. Chaque île a sa spécificité, sa géographie, son ambiance et donc on est quand même dans une expérience supplémentaire et je suis favorable à la multiplication des expériences tant que vous pouvez justement découvrir des nouveaux espaces et profiter justement le mieux possible des lieux, profitez-en. Donc essayez de le voir comme ça, même si sur le papier, ça semble peut-être problématique de devoir chercher autant d'hébergements, vous allez voir que au final, vous aurez une meilleure expérience générale. Donc si vous avez, débarqué à Dubrovnik, que vous décidez de repartir de Zadar, que finalement vous passez peu de temps à Dubrovnik et que vous vous rendez vers l'île de Korčula, par exemple, comme je vous le conseille, ou l'île de Miette éventuellement, vous allez vous retrouver là dans 2 hébergements parce que de Dubrovnik jusqu'à Korčula, on est quand même à environ 3 heures de route, donc c'est pas tout près non plus. Surtout si vous avez loué une voiture, donc vous allez être amené à visiter aussi sur le chemin. Donc entre les temps de déplacement et puis les visites éventuelles, il y a quand même un certain temps pour aller d'une zone à l'autre et pourtant on est toujours dans la même région qui est la Dalmatie du Sud. Donc, si vous faites ce genre de choix, ça signifie que vous allez arriver du côté de Dubrovnik et dormir pour visiter la ville et les environs très immédiats, quitter la zone pour aller plutôt du côté des îles, donc Miette, à Korčula, la presqu'île de Pelješac et donc continuer votre séjour dans la région de Split à ce moment-là. Split-Trogir, c'est les 2 villes principales avec Omiš également. Donc à ce niveau-là, il suffit de choisir ou l'un des villages de la baie de Castella qui vous permet d'être presque à égale distance de Trogir et de Split et à ce moment-là d'être dans des ambiances de village, des petites villes en tout cas qui sont, animés en été avec des plages faciles d'accès, tout ce dont vous avez besoin pour vos achats, les petits marchés qui sont plus agréables d'ailleurs que des marchés très touristiques et surtout, il y a les restos, les cafés, donc ça a quand même un très grand avantage. Les hébergements restent moins chers que dans les villes comme Split et Trogir, qui sont privilégiés naturellement par les touristes parce que comme ils ne connaissent que ça, bah, ils ont tendance à se dire que c'est logique hein, d'arriver et de rester à Split ou à Trogir. Or, bon voilà, l'objectif pour vous, c'est bien celui-là, c'est-à-dire de réfléchir à des zones intermédiaires qui vont vous faciliter l'accès et qui vous permettent de profiter le plus possible, de la zone dans laquelle vous êtes, stationné. Donc, Split, Trogir et la baie de Castella, c'est une autre partie de votre séjour pour découvrir donc toute cette région avec éventuellement une escapade sur une île comme Brač qui est proche ou Hvar en catamaran, pas en car ferry, hein, vraiment en catamaran. Le matin, départ de Split 7h30, arrivée à 8h30 à Hvar. Vous avez presque une journée complète dont vous pouvez louer une voiture sur place pour aller voir un peu à quoi ressemblent les champs de lavande en fleurs en juillet, du côté de Vélo-Gravellier et aller découvrir la très jolie petite ville de Stari Grad et à côté Vrbovska et Jelsa, par exemple. Alors vous ne verrez pas tout bien sûr, mais selon comment vous organisez, vous avez une amplitude d'une journée, pour faire ce genre d'escapade à la journée, ça peut être très bien. Donc à partir de là, on se rend du côté du nord et là, bah, la réflexion est un peu la même. Choisir des villages entre Zadar et Šibenik, c'est très bien puisque vous allez pouvoir être à égale distance et de Zadar et de Šibenik, du parc de Krka, des îles Kornati par exemple, à la journée en escapade, en excursion organisée, donc c'est plutôt très pratique. Donc là, l'intérêt, c'est quand même de se retrouver dans une dynamique de ce type. Donc là, on est à 4 points de chute et donc je vous parlais du 5e parce qu'il est possible que vous ayez envie d'aller jusqu'au lac de Plivice et de dormir la veille pour avoir des bonnes conditions de visite et simplement peut-être pour profiter un peu, d'1 ou 2 nuits à la montagne et à ce moment-là, vous pourriez dormir à Plivice ce qui est préférable, même si rien ne vous empêche depuis la région de Zadar d'aller à la journée
dans le parc de Pivitsé. Mais si vous voulez un peu changer d'ambiance, on on sera là dans les 5 points de chute dont on a parlé pour raisonnablement avoir limité les temps de trajet beaucoup trop longs, essayer d'organiser, et de voir dans les régions l'essentiel des sites qui s'offrent à vous et que vous ayez du mal à choisir ou pas. De toute façon, l'idée est de trouver dans des points stratégiques de manière à pouvoir ensuite être à 40 kilomètres maxi, de son point maximum de tourisme, en fait. Donc quand on est dans cette dynamique-là, surtout quand on a des enfants, normalement, ça évite de passer plus de 2 heures, 2h30 sur la route, ce qui est déjà très bien, hein. Parce que quand on répète tous les jours ce genre, de déplacement, bah, mine de rien, déjà, on roule pas mal sans s'en rendre forcément compte. De toute façon, rayonner, c'est naturellement augmenter le nombre de kilomètres qu'on parcourt puisqu'il faut faire l'aller-retour systématiquement. Alors, moi, je suis plutôt une fan des road trips intégraux, hein, comme je les appelle, c'est-à-dire avec des changements permanents. Mais en été, surtout si on a des enfants, ça reste quand même lourd, il faut être habitué et je pense que, choisir 3 à 4 jours chaque base pour se poser, c'est quand même plus raisonnable. En tout cas, ça correspond à un plus grand nombre de voyageurs. Donc voilà en gros, que je souhaitais, vous dire par rapport à l'organisation, générale d'un séjour. Par rapport à la réflexion sur, les destinations que vous allez choisir, évidemment, la réflexion n'est pas la même selon que vous décidez de choisir une partie de la région, c'est-à-dire la Dalmatie, par exemple. Si vous arrivez à Dubrovnik, que vous repartez de Dubrovnik, il est toujours raisonnable de ne pas vouloir aller, par exemple, au lac de Pivitsé, parce que vous êtes beaucoup trop loin. Il y a aussi beaucoup de choses à voir, alors ce ne sera pas les lacs en question, mais il y a quand même de magnifiques parcs comme, Millet par exemple ou l'Achtovo qui est moins connu. Vous avez des possibilités de sortir des frontières, hein, du côté des Bouches-de-Couture ou de Mostar par exemple avec le parc de Kravitse. Ce qui signifie qu'en gros, quand on choisit d'arriver et de repartir et qu'on n'a surtout pas forcément plus de 8 ou 10 jours, on ne cherche pas à aller à l'opposé. Si vous devez, aller jusqu'au lac de Plivice, faites en sorte d'arriver à Dubrovnik, mais surtout de repartir, soit de Zagreb, soit de Zadar, de manière à ce que déjà vous n'ayez pas à faire des allers-retours. Ça reste plus logique en fait. À ce moment-là, la diagonale prend tout son sens, mais surtout vous n'avez pas à faire cet aller-retour qui serait extrêmement long et fatigant. Vous passerez beaucoup plus de temps sur la route qu'à visiter, c'est quand même pas ce que vous cherchez a priori. Donc il faut avoir à l'esprit tout ça. Il faut savoir aussi pour les petits conseils pratiques et bons plans associés que l'aller-retour n'est pas toujours moins cher que 2 vols aller et retour séparés avec des aéroports différents. Souvent la différence est vraiment marginale, ça signifie aussi que vous allez gagner du temps parce que vous allez pouvoir faire un vrai road trip et donc vos points de chute seront plus faciles à organiser puisque vous n'aurez pas à réfléchir beaucoup en fait pour savoir quel point de chute, quand, comment et d'où, vous allez faire telle ou telle destination. Donc si vous êtes, cohérent par rapport à ça, vous allez déjà regarder quels sont, les aéroports de départ chez vous, les villes desservies. Peut-être que vous aurez des limites parce qu'en été, c'est souvent Dubrovnik, et Split du côté de la Dalmatie. Maintenant, Zadar se développe un peu, donc vraiment essayer de faire un peu le tour des possibilités et de ne pas retenir que l'aspect du budget parce que, bah, si on part vraiment de cet aspect-là, on va se retrouver contraint par d'autres éléments alors que quand on a très bien réfléchi dès le début, on va pouvoir de façon fluide, développer toutes les questions qu'on peut se poser pour savoir justement ce qu'on doit voir, ce qu'on fait en tout cas et comment il est plus ou moins pertinent d'approcher, le voyage. Par rapport donc à toutes les questions qu'il faut se poser, la question du mode de transport en est une importante, c'est-à-dire que sur place, si vous êtes arrivé en avion, vous allez sûrement vous demander si vous allez louer ou pas une voiture.
Du moment qu'on choisit, de circuler en bus, il faut loger dans les villes. Il y a pas vraiment d'autre choix. Alors Dubrovnik, c'est une évidence parce que Dubrovnik est déjà excentrée et même si elle est très touristique, reste une petite ville, donc pas si bien desservie que ça et on se rendra compte des limites justement. Donc en dehors, de la ville de Dubrovnik, en général, il y a celle de Split qui est très bien desservie et elle permet d'aller un peu partout dans ses environs immédiats ou plus éloignés, mais vous allez vous rendre compte que la Croatie, même si elle a développé un réseau de bus assez intéressant, ça suppose d'accepter de passer du temps dans les déplacements, d'être forcément contraint parce que toutes les, liaisons ne vont pas être pertinentes. Ensuite, il faut impérativement réserver parce qu'en été, les billets, des vraies destinations, si vous voulez, des liaisons les plus intéressantes sont souvent réservées des semaines, voire des mois à l'avance. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous devez dépendre du bus, à regarder dès maintenant concrètement ce qu'il est possible ou pas de faire. Arrêtez de vous en tenir à ce que vous avez pu lire ou entendre, enfin tout ce que, on trouve comme information très générale sur internet. Il faut quand même s'en méfier parce que même si on vous dit que les réseaux de bus sont très bien développés, ce qui est vrai. Quand on le regarde concrètement, à part de voyager au cœur de l'été, à ce moment-là, d'avoir un certain confort, il faut quand même se dire que les bus, ont une limite. D'abord, aujourd'hui, le prix des billets a quand même augmenté. Celui des voitures de location commence enfin à baisser après des années de flambée. On retrouve des prix beaucoup plus raisonnables. Ensuite, le fait d'être en bus, ça signifie aussi que selon où vous logez, si vous êtes par exemple dans la baie de Castella dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous devez toujours revenir à la gare centrale de Split, ce qui est quand même loin d'être évident comme organisation. Parce que déjà, depuis Castella, il vous faut aller à Split et de Split, donc prendre un autre bus pour aller vers la destination puisqu'il n'y a pas de desserte entre ces villages-là, par exemple et des destinations comme, le parc de Krka, ou même Makarska, enfin tout ce qui est très éloigné. Les villages autour des villes comme Trogir ou Split sont connectés avec le bus, mais uniquement à ces villes-là. On ne va pas faire du tourisme en dehors de ces villes et à ce moment-là, les contraintes restent importantes. Donc la voiture, ça permet le confort de partir quand on veut, comme on veut, jusqu'à l'heure qu'on veut. C'est quand même bien plus agréable à mon sens. Mais pour beaucoup, la question du budget devient importante compte tenu de l'augmentation des prix pour les hébergements. La voiture de location est aussi un budget, hein, parce qu'il faut prévoir le carburant, qui est un peu moins cher qu'en France, mais qui reste quand même onéreux et bien sûr, les parkings puisque en Croatie, tous les parkings ou presque sont payants. Si vous logez dans des villages, ce sera probablement moins le cas, mais du moment qu'on va dans les villes, on sait que les centres historiques ont des parkings payants, donc c'est aussi à prendre en compte et surtout qu'on peut avoir beaucoup d'amendes de stationnement en fait. Si on a laissé passer 5 minutes, le rodateur, on risque d'avoir la mauvaise surprise d'une contravention. Donc tout ça ajouté signifie qu'évidemment, il n'y a pas que le prix de la location de voiture à prendre en considération, mais tous les autres frais. Néanmoins, la voiture reste beaucoup plus agréable et pratique, pour faire du tourisme et optimiser ses journées au maximum. Ensuite, si vous avez décidé de louer la voiture, vous pouvez toujours faire des économies sur la base de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pourriez arriver à l'aéroport, rejoindre, l'une ou l'autre des villes dans laquelle vous avez décidé de séjourner. Dans les villes, la voiture n'est pas nécessaire, donc si vous commencez par la visite des villes, voire que vous utilisez le bus pour aller vers une ville ou vers l'autre parce que c'est aussi pratique, vous ne pouvez louer la voiture que sur une partie du séjour, ce qui représentera une économie. À ce moment-là, on ne choisit pas un voyage de façon un peu mécanique avec, la voiture de location de bout en bout, par exemple, mais on va jongler entre, les catamarans, les bus et ce qui est Uber également, hein, tous ces services-là, qui vous permettent de vous déplacer et donc la location de voiture. Si vous devez, louer une voiture, sachez que
le mois de février, tout comme celui de janvier qui vient de s'écouler, sont les plus pertinents pour les réservations puisque ce sont les prix les plus bas pour les locations en été. Et surtout, on est en très basse saison, il n'y a pas de tourisme en ce moment, donc les locations de voitures sont plus enclines à baisser les prix ou à essayer de forcer en fait des réservations avec des acomptes pour permettre de remplir un peu leur caisse, pour faire leurs investissements. Donc elles seront, beaucoup plus intéressantes hein, et en prix et en possibilité de négocier. Donc, n'hésitez pas à prendre un contact avec les locations de voitures pour voir un peu si le budget, peut être pertinent pour vous. Vous êtes dans le meilleur moment pour les réservations, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc ça, ce sont les conseils, vraiment, généraux que je voulais rappeler. Pour les contraintes de budget, veuillez m'excuser. Pour les contraintes de budget, c'est évident qu'aujourd'hui, louer un hébergement dans une ville comme Split Dubrovnik est beaucoup plus cher que de choisir des villages environnants. Donc l'un dans l'autre, évidemment, une contrainte est contrebalancée par une autre, hein. L'avantage du village, c'est d'être dans une ambiance plus agréable, en général plus reposante. Si on souhaite quand même éviter le tourisme de masse, c'est mieux. Ensuite, c'est aussi parce que l'hospitalité ne sera pas la même, hein. Enfin, vous en doutez, c'est un peu schématique, mais ce n'est pas la même chose d'aller à Paris, en fait, que d'aller dans un petit village. Et alors même si les villes ne ressembleront pas à Paris en termes touristiques, une ville comme Split ou une ville comme Dubrovnik a quand même un peu à l'échelle de la Croatie la même attractivité, c'est-à-dire qu'elle va concentrer vraiment beaucoup de monde. Donc quand on est dans ce genre d'ambiance, on n'a pas du tout le même rapport avec les locaux. C'est beaucoup d'étrangers qui viennent travailler pour la saison. Les touristes, sont un peu, de toutes origines, donc ne sont pas appréhendés non plus de la même manière. Ça peut entraîner un peu un sentiment d'un accueil qui est pas toujours au top. En tout cas, pendant la haute saison dans les villes, il peut y avoir le sentiment de ne pas avoir affaire à un très bon accueil de la part des Croates. Donc pour garantir les meilleures conditions et un accès à une Dalmatie plus authentique, les villages seront quand même des très bons choix. L'avantage des villages, c'est aussi que normalement les, coûts pour les repas, pour, les cafés seront un peu moins importants que dans les villes, puisque naturellement les Croates, en fait, ont une logique, qui se comprend, hein. La saison est très courte, juin à septembre. Alors elle est un peu plus longue, mais en réalité, le gros de la saison ça se concentre sur ces 3 4 mois et en fait, à partir de là, on va essayer de tirer le plus parti du tourisme puisqu'il représente vraiment une part très importante dans l'économie locale et pour certains, locaux, c'est vraiment essentiel de réussir sa saison, donc ils vont pas hésiter à pratiquer des prix beaucoup plus importants pour la très haute saison, par exemple. Et à ce moment-là, on a peut-être un choc par rapport au coût de la vie parce qu'on imaginait que la Croatie était un pays assez, accessible et puis on se rend compte que les prix sont plus ou moins les mêmes qu'en France aujourd'hui, en haute saison en tout cas, il y a pas une grosse différence. Donc même quand on s'organise à l'avance, il y a quand même certains coûts qui aujourd'hui sont assez importants. Les coûts des visites, notamment, hein, si vous visitez le parc de Krka ou celui de Plivice, on est à 40 € par personne. Si vous achetez le Dubrovnik Pass, qui est quand même un conseil évident, hein, on est à 35 € et puis on en profite parce qu'on a pour 35 € l'accès à plusieurs musées, alors que 35 € c'est le prix des seuls remparts quand on va vouloir faire le tour des remparts, en fait. On paie déjà ce prix-là, donc mieux vaut quand même investir dans le Dubrovnik Pass et avoir les transports pour la journée gratuits et donc l'accès au palais du recteur et à d'autres musées, mais ce sont des budgets et au-delà de ça, tout ce qui est aussi activités en lien avec la mer, surtout les excursions en mer, on est quand même aussi à des budgets, qui vont, de 70-80 € jusqu'à 150 éventuellement par personne pour aller vers la Grotte Bleue en plein été, hein. Donc, tout ça est à en prendre en compte et donc la question du budget, c'est aussi une contrainte importante sur laquelle il faut raisonner. Il n'y a pas que les transports et l'hébergement,
il y a aussi tout l'ensemble et à ce moment-là, selon comment vous allez vous organiser et les priorités que vous fixez, vous allez quand même apprécier sûrement de pouvoir faire une économie et le village va vous permettre globalement de ménager un peu votre budget, en tout cas par rapport aux villes très touristiques. Voilà, en gros, les conseils de base que je voulais, vous rappeler, sachant que, bien sûr, tout ça reste très théorique, que rien ne vaut une réflexion, plus personnalisée, sur son propre projet par rapport donc à toutes les conditions, déjà savoir d'où vous venez, comment vous vous déplacez, donc l'intérêt, c'est d'être vraiment concret, de ne pas s'en tenir à tout ce qu'on a pu lire et voir, hein, je vous le répète, hein, et d'aller directement vérifier tous les éléments. C'est-à-dire que si vous comptez vous déplacer en bus, allez vérifier sur des sites comme GetByBus, Rome de Rio, Omio, voir un peu quelles sont les liaisons existantes, hein, et le coût que cela constitue. Également, dans quelle mesure il est pertinent ou pas de prendre le bus pour telle ou telle destination, vous allez voir que concrètement, tout va s'agencer et vous aurez la possibilité justement de bien vous confronter au terrain, puisque même si vous ne connaissez pas encore la Croatie, quand vous allez affiner et vérifier si les liaisons existent déjà, puisqu'on peut croire que c'est facile de trouver un bus alors qu'il n'y en aura pas, hein. En tout cas, en avril-mai, on a vraiment beaucoup plus de mal à trouver certaines destinations, alors qu'on part de destinations touristiques comme Dubrovnik, on peut avoir du mal à aller vers Ston, par exemple, alors que ça semble si évident et que tout le monde nous dit que, Ston est pas loin de Dubrovnik. Ben non, en fait, hors saison, certains bus ne vont pas, desservir les liaisons qui vous semblent importantes, donc il faut tout vérifier concrètement. Pareil pour la location de voiture, n'hésitez pas à découvrir un peu, divers, prestataires, que ce soit les, loueurs internationaux, mais c'est pas du tout ce que je recommande. Les nationaux, eux, ils ont l'avantage quand même de connaître la réglementation et donc d'éviter les mauvaises surprises et tout ce qu'on appelle les frais cachés ou les assurances un peu excessives qui sont justement vendues par les, agences internationales, en profitant un peu de la méconnaissance des voyageurs. Donc, ça, c'est quand même assez important aussi de garder à l'esprit. Il faut essayer, de, mener la réflexion, pas à pas depuis, le choix stratégique des aéroports, le temps dont on dispose et donc ce qui est raisonnable ou pas, pour trouver le nombre de points de chute qu'on accepte justement, de faire par rapport à la réalisation plus ou moins, confortable, de son itinéraire en prenant en compte donc les destinations, qui sont importantes. Alors il n'y a pas de destination incontournable dont on puisse dire: «Oui, il faut absolument la voir, sinon on a raté son voyage en Croatie ou en Dalmatie en l'occurrence». Mais on a bien conscience que Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, alors les lacs de Pivice ne sont pas en Dalmatie, mais en général, quand on est allé jusqu'à Zadar, on a l'intention d'aller jusqu'au lac de Pivice. Toutes, les îles, hein, Marfar, Brač, Korčula, Mijet, tout est beau, tout fait envie, donc c'est très compliqué de choisir et évidemment, c'est là que se pose la question de ce qui nous convient personnellement. Parce que ce n'est pas parce que X ou Y, moi la première, vous dira qu'il faut absolument aller là, que c'est le cas. Il faut avant tout partir de vous, vous demander d'abord ce que vous souhaitez voir et faire, quel type d'expérience et quel est votre rythme, dans vos déplacements. En fait, le rythme de visite, hein, c'est encore une donnée assez personnelle, puisqu'il y a des personnes qui vont vraiment prendre beaucoup leur temps pour flâner dans les rues, pour s'arrêter longuement aux terrasses de café. Il y en a qui évidemment ne vont passer, qu'1 quart d'heure, 20 minutes à prendre un café et ne pas forcément manger au restaurant. Tout ça compte, forcément dans l'organisation et dans le temps nécessaire pour visiter les villes. C'est pour ça que des voyageurs, même si ça peut sembler choquant, vous diront qu'ils ont passé 4 à 5 heures à Dubrovnik ou à Split et que ça leur a largement suffi. D'abord, les centres historiques sont extrêmement réduits.
sont piétonniers, donc on flâne dans les rues naturellement puisqu'on n'a pas le choix. Ensuite, parce que quand on est dans les villes en été, on n'a pas toujours envie de visiter les musées. En tout cas, si on en visite un, ce sera déjà très bien, mais pas forcément plusieurs. Ça va aussi impacter sur le temps de visite. Ensuite, parce que tout étant payant, même certains accès à des cathédrales, vous allez peut-être pas nécessairement entrer dans tous les sites dans lesquels vous rentreriez si c'était gratuit et à ce moment-là, le temps n'est plus du tout le même et il est possible de passer donc des demi-journées ou en tout cas des 4 à 6 heures dans des villes, ce qui permet, bah, forcément de faire autre chose le restant de votre journée puisqu'une journée a 24 heures, même si on part sur 12 heures, hein, donc heures à 20 heures par exemple. Je ne sais pas si ça fait 12 heures, mais ça doit pas être loin. En tout cas, si vous êtes dans cette logique-là, vous allez bien vous rendre compte que, la journée est quand même plus longue, qu'il y paraît, surtout en été, parce que le jour tombe assez tard, donc jusqu'à 21 heures, on va quand même bénéficier de bonnes amplitudes horaires et à ce moment-là, évidemment, on n'organise pas nécessairement sous forme de journée dans une ville, on va peut-être avoir tendance à aller dans les villes très tôt le matin quand les touristes sont pas encore tous arrivés. On va aussi revenir vers la fin de la journée quand le soleil est moins chaud. Le reste du temps, on est vraiment souvent appelé par la mer et on a envie de profiter des joies de l'Adriatique ou si vous aimez la nature, donc vous allez peut-être faire le choix justement d'aller faire des randonnées et à ce moment-là, on est dans des organisations de ville qui sont pas schématiques. On ne passe pas une journée à Split nécessairement. On peut y passer une matinée, aller faire, une baignade dans les environs et revenir le soir, du côté de Split ou être déjà passé à une autre destination. Donc c'est important de le garder à l'esprit pour ne pas rester toujours enfermé dans des, visions un peu, trop schématique et caricatural, où on prend une journée par ville. Non, en général, c'est rare qu'on passe une journée complète dans une ville, y compris les villes les plus touristiques et les plus belles, parce que telle que la journée va s'organiser avec les effets de la chaleur qui sont quand même pesants, qui donnent pas envie de passer son temps à sillonner des ruelles, même si elles sont ombragées, en tout cas, il fait toujours très chaud. Moi, je ne connais personne, en tout cas en été, qui passe une journée complète. En tout cas, ils vont la quitter pour aller se baigner, ça c'est sûr, parce que c'est quand même trop étouffant et c'est pareil un peu pour chacune des villes. Donc en le gardant à l'esprit, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être découvrir plus de sites qu'il n'y paraît. En tout cas, en peu de temps, on peut arriver à organiser ses journées de manière à intégrer et les villes et les baignades. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et les divers conseils. Alors, comme c'est toujours improvisé chez moi, je n'ai peut-être pas été toujours aussi claire que je le devrais. Et comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est aussi de faire du conseil personnalisé. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé pour prendre rendez-vous ou à rejoindre les salons que j'annonce périodiquement sur le groupe. Comme ça, vous pourrez venir confronter vos idées, vos projets avec, éventuellement les contraintes dont vous n'avez pas, nécessairement pris, en compte et en fait, à ce moment-là, nous pourrons discuter ensemble. C'est gratuit, donc déjà, ça ne nous engage à rien, hein. Vous pouvez faire un don si vous estimez, ce service utile et que vous voulez aider au maintien d'Ideas en tant que site et communauté qui donne beaucoup de conseils sur la Croatie. Donc je vous remercie par avance pour les dons que vous ferez ou pour l'utilisation des liens d'affiliation pour les hébergements ou certaines prestations que je recommande parce que c'est mon outil de travail. Donc évidemment, si je donne des conseils gratuitement, je ne vis pas de l'air du temps. Donc merci à ceux, qui ont l'amabilité d'utiliser ces liens pour rétribuer mes conseils. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout à très bientôt pour un nouveau podcast et j'espère que vous viendrez nombreux pour préparer votre voyage en Croatie et le réussir le mieux possible, toujours en restant curieux
car c'est très, très essentiel d'avoir à l'esprit que les pays ont une identité qu'il faut bien découvrir et à ce moment-là, vous allez peut-être quitter les sentiers touristiques, ne pas rester toujours dans une démarche, qui ressemble à celle qui est un peu recommandée sur tous les guides de voyage, mais qui est un peu trop formatée à mon sens. Donc l'idéal, c'est aussi de s'ouvrir à des destinations qu'on ne connaît pas forcément, mais qui vont garantir sûrement de meilleures conditions de visite et d'expérience du pays. À bientôt.